Une fois, j'avais dit ta mère la grosse bretonne et on m'a dit c'est grossophobe et misogyne et j'étais là genre bah ouais mais moi ça me fait rire, tant pis, choisissez vos combats. Je fais un dessin comme ça, hyper schlag au crayon à papier. Pourquoi vous voulez le lire aux chiottes? C'est vraiment pas confortable. Et il fait une belle feuille blanche, je le mets par dessus et ça fait des chocs à pic. En vrai j'aimerais bien progresser en dessin mais en même temps je suis tellement une feignasse. Ça c'est le moment le plus satisfaisant de faire une BD ça. Hop. Voilà. J'en suis là. La BD ça m'a permis quand même de classifier des trucs dans ma tête et du coup maintenant quand je vois ma psy j'ai rien à lui dire. Salomé Laoche est une autrice de bande dessinée. Elle a déjà publié 2 albums. Le premier s'appelle Ernestine, l'histoire d'une petite fille très méchante qui fume comme un pompier. Et le deuxième s'appelle Ancolie, une sorcière déprimée et passablement alcoolique qui évolue dans un décor d'heroic fantasy rock. On connaît Salomé aussi pour ses posts sur Instagram où elle raconte sa vie tout en humour noir et couleurs vives. Aujourd'hui, elle nous invite chez elle, où elle crée quand elle n'en a pas trop la flemme. Ok, donc je vais devoir décrire mon salon. Bon, c'est bien, je passe le plus clair de mon temps ici. Le plus précisément possible, comme si on y était. Vas-y, je t'écoute. Ok, donc on est dans une pièce qui a une forme assez bizarre parce qu'elle est triangulaire. On est assis sur un canapé en velours bleu avec une petite nuance peut-être un peu de bleu canard, j'ai envie de dire. Au-dessus de nous, il y a une image faite en tissu avec un cheval, des jumelles, des ronces et une chenille. À ma droite, il y a une énorme monstera au-dessus d'une étagère pleine de jeux de société, jeux d'échecs, jeux de cartes. À ta gauche, il y a une porte qui donne sur mon bureau. Sur un pan de mur, il y a des centaines de bandes dessinées empilées avec un miroir, des étagères murales. En face de ça, il y a une table avec des piles de bouquins à lire. Une plante verte avec une main violette clouée au tronc. Une autre monstera dans un pot en céramique jaune, une porte. Ah putain, j'ai oublié, il y a une guitare électrique aussi entre les deux. Et des craquelures au plafond. Qu'est-ce que ça dit de toi? Bah en fait, il y a pas mal de trucs qui sont liés à l'enfance quand même. Donc des fois, je me dis putain, il faudrait que j'ai une déco d'adulte et tout. Ça craint. Et sinon, ça dit que j'aime bien les BD hein, quand même, vu que ça prend la moitié de la pièce. Et que j'aime bien les couleurs. On est à Bagnolet, pas très loin de Paris. Toi, t'es passé par pas mal d'endroits différents. Enfin, t'as grandi à Bourneville-sur-Eure. Alors, Bourneville tout court, dans l'Eure, ouais. Ensuite, t'étais à Angoulême, à Strasbourg, et maintenant t'es à Paris. Ouais, en gros, après, donc j'ai vécu en Normandie jusqu'à mes 16 ans. Après, j'ai eu mon bac, je suis partie 1 an à Paris, puis 3 ans à Angoulême, 3 ans Strasbourg, re-Angoulême, et maintenant Paris. Et en quoi tu dirais que c'est important pour toi l'endroit où t'habites ? Et de quelle manière ça peut influencer ton travail ? Bah, moi, habituellement, enfin là, je suis en atelier en ce moment, mais habituellement, je travaille chez moi, donc c'est vraiment important que ce soit agréable. Et je suis quand même assez casanière, j'aime bien passer du temps chez moi. Enfin, j'ai aussi un lien assez fort aux objets et bah, tout ce qui est visuel. Donc j'ai besoin que ce soit confortable, j'aime bien avoir mes affaires autour de moi, pouvoir lire les bouquins dont j'ai besoin pour des références, des trucs comme ça. En fait aussi, je te pose cette question parce que j'ai l'impression que depuis toujours, t'as le fort sentiment de ta situation et de l'endroit depuis lequel tu écris et tu crées tes BD. Ta situation de femme blanche qui vient d'un milieu assez favorisé. À partir de quand t'as pris conscience de ça ? Ben, en fait, très jeune, enfin en fait quand j'étais petite, mes parents ils avaient pas trop de sous, mais pour le coup, genre mon grand-père était dentiste, je voyais bien que quand même la maison de mes grands-parents était immense avec plein de bouquins. Je voyais que, en fait, ça se niche dans des détails de merde, mais quand tu vas chez tes copains, quand t'es en primaire, tu vois que le salon il est pas aménagé pareil, ou il y a genre une télé devant le canapé, alors que chez moi non. Enfin, ce qui est vraiment une marque de la bourgeoisie, c'est en fait on se parle et comme mes parents étaient militants de gauche, forcément ils m'ont aussi un peu inculqué une conscience de classe, donc depuis tout le temps quoi. Et ça joue aussi dans ta manière d'écrire et dans ta manière d'imaginer tes histoires. Ah bah oui, enfin franchement j'essaye de quand même voir les choses à travers un prisme social tout le temps. En fait la chance de pouvoir faire un métier artistique et de la bande dessinée c'est quand même, enfin en fait il y a quand même beaucoup de bourgeois dans les écoles d'art, beaucoup de personnes blanches. Et on a, enfin, il y a cette espèce de culpabilité aussi de se dire, bah moi j'ai trop de la chance de faire ça, c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, quand je trouve que mon travail est difficile, enfin vraiment, je suis pourri gâtée. C'est un miroir que tu nous retournes aussi en tant que lecteur, parce que sur l'un de tes strips, sur Instagram, tu t'avais écrit, si vous lisez ces lignes, vous êtes probablement des femmes entre 20 et 30 ans dans le milieu de la culture. Comment tu l'expliques ça aussi, que ça se ressent dans ton lectorat ? Parce que forcément les gens lisent des trucs auxquels ils s'identifient et donc moi particulièrement j'ai des statistiques sur Instagram, je vois que j'ai
je sais plus, genre 82% de lectrices et 18% de lecteurs, donc déjà les hommes s'en branlent totalement de ce que je raconte. Donc forcément on va être plus touché par des lectures de choses qui nous ressemblent et qu'on a vécu, quoi. Et c'est un truc que tu voudrais changer, ça, justement? Peut-être changer un peu ton lectorat, par exemple? Non, moi franchement je suis hyper contente que mon lectorat ce soit des femmes parce que du coup elles sont hyper sympas et cool et ça se passe bien. À chaque fois que j'ai des commentaires de merde, c'est des mecs. Donc, Qui te disent quoi, en général? Bah, il y avait des fois où j'avais un peu tapé sur, j'avais un peu fait des blagues sur les hommes et il y en avait plein qui avaient mis des commentaires en mode non mais not all men en fait, pas tous, nanani nanana. Bref, j'étais là genre oh là là, vous êtes si fragile. Je suis assez contente du lectorat que j'ai et le truc d'avoir que des gens un peu issus de la classe moyenne ou bourgeoise. Bah, j'essaye de contourner un peu ça en gardant plein de contenus gratuits sur Instagram en fait, parce que ça coûte super cher d'acheter des livres, donc je suis quand même assez attachée au fait de donner du contenu gratos. Ouais, parce que j'y viens justement à tes livres, en tout on a publié 4, Ouais. donc 2 qui sont vraiment des bandes dessinées et 2 qui sont des recueils de tes posts Instagram, donc dont on peut avoir accès toujours gratuitement sur ton compte. Et pourtant, donc t'as à peine 28 ans, t'as publié 4 livres, et pourtant tu te décris comme une énorme flemmarde. Comment c'est... J'ai 28 ans bien tassé maintenant. Ah oui. Non, 29. j'aurai 29 en fin août. Donc 28 ans et demi. Comment c'est possible alors? Comment c'est possible? Ben, en gros, je bosse super vite. Je refais très peu. Donc même si c'est un peu raté, je vais quand même y aller. Il faut vraiment que ce soit à chier total pour que je recommence un truc. Et ma méthode, qui n'est pas vraiment une méthode, mais qui est la façon dont je fonctionne dans le travail, c'est que je fais des énormes rushs où pendant quelques semaines, je vais bosser comme un porc, quoi. Et après, je vais rien foutre pendant 6 mois. Et je travaille que sous la pression, en fait, que... tu vois, genre, par exemple, là, je publie une BD une fois par mois dans les Inrocks. Donc tous les mois, je sais que j'ai cette BD à faire. Je la fais systématiquement le jour même du rendu, voire je trouve l'idée le jour même du rendu. Enfin... Oui, parce que j'allais dire, là, ça t'oblige, vu que les Inrocks c'est depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, je crois, ça t'oblige à une régularité dans le travail. Ouais, finalement, mais tu n'as pas appris j'ai 31 jours pour le faire et je le fais sur les 4 dernières heures avant de... Donc voilà. Et là, Ernestine, le tome 2, c'est la même chose. Donc là, si j'ai bien compris, t'es en... Je suis en rush, mais alors j'ai été brièvement un peu en avance sur le planning, parce que là, du coup, le tome 2 de Ernestine que je suis en train de faire, c'est la première fois que je fais un livre où je redessine pas les 30 premières planches parce que je les ai faites il y a 5 ans pendant que j'ai été étudiante, où je fais pas une pause pendant le livre et tout. Et du coup, je pense que je vais le faire en 6 mois, quoi. Donc là, j'en suis à 60% du bouquin et je l'ai commencé genre en novembre. C'est quoi tes techniques pour sortir de cette flemme, justement? Avoir une deadline, avoir pas le choix en fait. Soit avoir pas le choix, soit de temps en temps t'as une espèce d'idée où tu passes en phase maniaque, où t'es obsédé par le truc et du coup t'as la patate de fou. Mais en général c'est la contrainte qui pousse à sortir de la flamme. Est-ce que tu dirais que toi c'est un moment important dans ton processus créatif? Ouais, grave. Bah, en fait, passer beaucoup de temps à rien faire, ça me permet de passer beaucoup de temps à réfléchir aussi, quoi. Donc quand même les idées elles viennent justement un peu dans ces moments de flottement où t'es en train de marcher, où t'es en train de prendre un bain, enfin là j'ai qu'une douche malheureusement, mais voilà. Mais où t'es dans ton lit un peu avant de dormir. Quand je fais ma planche de BD et que je m'y colle, peut-être je vais la torcher en 2 heures, mais en réalité ça fait 6 jours qu'il y a une idée qui commence à germer. Oui, parce que toi tu fais pas de storyboard en plus, c'est ça quand tu dessines, donc en fait t'as un peu tout déjà dans ta tête. Ouais, et j'ai un peu tout dans ma tête, enfin en général j'ai un peu une espèce de structure générale, mais je me laisse de la place pour quand je suis en train de dessiner, vu que c'est un peu long, avoir des nouvelles idées pendant que je suis en train de faire aussi, quoi. Comment c'est possible d'avoir la flemme de faire ce qui te passionne depuis que t'étais toute petite? Et ben c'est ouf parce qu'en gros, on s'est fait la réflexion avec plein de copains dessinateurs que j'ai, c'est que quand on était ado ou enfant, on passait nos cours à dessiner, et du coup c'était un peu l'échappatoire et la récréation. Et à partir du moment où ça devient un truc sérieux, parce que tu fais tes études là-dedans, parce que c'est ton métier, et bah tout d'un coup, du coup c'est plus le truc, le petit plaisir, et ça devient une contrainte. Donc c'est vraiment juste un mécanisme mental débile, quoi. Mais est-ce que t'arrives à encore trouver du plaisir à ça, justement? Ouais. Des fois j'ai trop la flemme, mais ça m'arrive encore des fois dessiner et être trop contente de me dire que c'est ce que je préfère faire. Mais c'est une petite proportion du temps que je passe à dessiner, quoi. C'est lui qui fait tout, en fait, le petit père. Ok, alors du coup là, donc c'est les planches du tome 2 de Ernestine. Donc on en a quand même un joli paquet, hein. Donc là c'est les originaux? Ouais. Que tu dessines au rotring. C'est ça le rotring. Ok. Voilà.
Donc ce que je fais, c'est que je fais un dessin comme ça, hyper schlag au crayon à papier. Et après, je prends une belle feuille blanche, et puis à la table lumineuse qui là n'est pas branchée, je le mets par-dessus, et là je fais un truc un peu plus propre, quoi. Et voilà. Et ça fait des chocs à pic. Ah, j'ai oublié de faire mes croix. Ah oui, là, Vos yeux ébahis, ça c'est le moment le plus satisfaisant de faire une BD, ça. Hop. Voilà, j'en suis là. Alors le texte il est déjà sur les planches, et après la couleur, je scanne et Photoshop. Hein. Il y a un outil qu'il faut jamais utiliser, mais que j'utilise, qui c'est l'outil pot de peinture, où tu cliques et bam, la forme fermée, elle devient jaune. Mais comment ça se passe quand tu fais une faute d'orthographe? Et Je me suis toujours posé cette question. Et tu Photoshop aussi à la fin, il y a des correcteurs, avant de sortir le livre, qui regardent tout ton texte, qui disent alors la page 17, la virgule elle est mal placée et tout, et du coup là sur Photoshop, je change une lettre, mets la bonne ponctuation, ce genre de trucs. Donc là c'est les planches du tome 2 d'Ernestine que tu es en train de faire. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer dans ce tome? Alors du coup ça commence à la rentrée scolaire comme le tome 1, donc entre temps la mère est partie à la au début de l'été, à la fin du tome 1, donc là ça va être comment le père, le frère et Ernestine s'organisent pour vivre sans elle, donc qui quand même détenait les ressources financières et s'occupait de tout, donc ça rebat un peu les cartes. Donc Ernestine va un peu mener l'enquête pour essayer de retrouver sa mère, et le gros truc aussi qui se passe dans ce livre, c'est que pour la première fois de sa vie, elle a une relation amicale, et elle se fait un copain / une copine. Tu disais que tu avais croisé ce personnage en vrai. Donc en gros, je montre les planches où il y a ce personnage à mon pote, ensuite on va se balader dans Paris, et on tombe sur un gamin qui ressemble exactement au personnage, et après les gens étaient là genre mais tu mens, mais c'est faux, ou alors c'est quelqu'un que t'as croisé déjà, et du coup tu l'as redessiné. Alors non, car c'était dans le Marais, et je n'habite évidemment pas dans le Marais, mais la raison de pourquoi j'ai croisé ce personnage, c'est parce que c'était genre un enfant de 11 ans mal dans sa peau, donc évidemment il avait un gros sweat, évidemment il portait il avait un treillis, et il portait son sac à dos sur une seule épaule, et il avait les cheveux dans les yeux, comme plein d'enfants un peu chelous de 11 ans, quoi. Est-ce que tu peux nous le montrer, ce personnage-là? De Charlie? Ouais, de Charlie. Ouais, grave. C'est lui. On voit poindre un sentiment de bienveillance à la fin du tome 1. Est-ce que ça continue? Bah oui, du coup, elle commence à avoir un cœur et tout. Alors que je m'étais interdit qu'elle ait un arc de rédemption, et puis finalement, c'est plus fort que moi. Oui, parce que c'était son point de départ. Ça devait être vraiment un personnage insauvable, méchant jusqu'au bout, terrible. Puis en fait, non, ça se passe autrement. Et qu'est-ce qui l'a fait vaciller? Je sais pas, je pense que c'est aussi le fait que du coup j'ai passé pas mal de temps avec, au bout d'un moment c'est obligé d'avoir une évolution, et je pense qu'en fait si j'avais continué à la faire être juste méchante de bout en bout, au bout d'un moment je me serais ennuyée. Puis il y a un côté pas réaliste aussi, parce qu'en fait les gens évoluent dans la vraie vie. Mais c'est ça qui est assez fort aussi avec les personnages de bande dessinée, c'est qu'on a l'impression qu'ils vieillissent jamais. Bah ça dépend lesquels. Parce que par exemple, oui t'as ce truc un peu des Simpsons où ça fait 40 ans qu'ils ont le même âge. Ou Tintin, ou Cédric, ou voilà. Mais t'as, je sais pas, genre t'as Julien Nil qui a fait Lou, qui grandit d'année après année. Et d'ailleurs c'est assez bizarre parce que du coup moi je lisais à fond Lou quand j'étais petite. Et le moment où elle commence à devenir une jeune adulte, qu'elle a une sexualité et tout, moi j'avais un peu ce côté genre oh, c'est comme si ma petite sœur me racontait des histoires de cul, je veux pas savoir, tu vois. Donc Ernestine, elle aura pas éternellement 9 ans. Non, et Ernestine, elle a son... De toute façon, je me suis mise dans la sauce parce que à la fin du tome 1, on la voit voir l'anniversaire de ses 10 ans. Donc maintenant, elle est obligée de grandir en fait. En général, tu pars de quoi? Tu pars d'une histoire, d'un dessin, de la petite didascalie, de la petite voix un peu que tu aurais dans la tête? Ouais, ça peut être plein de trucs. En vrai, en général, ça part un peu d'un détail à la con. Donc, je sais pas, là, en gros, la BD que j'ai faite hier, donc, qui est pour les Inrocks où je fais un abécédaire, je devais faire la lettre H, et j'ai passé un mois à hésiter entre est-ce que je vais le faire sur le mot hasard, le mot heureux, le mot hétérosexualité, nanana. Finalement, j'ai emmené mon chat chez le veto et je l'ai fait sur le mot homéopathie, tu vois. Du coup, donc rien à voir. Donc des fois, genre, j'ai envie de parler de grands sujets comme ça, et en fait, je vais juste me pencher sur un micro-détail de la vie, parce que je vais avoir une blague qui me fait rire, et après, dérouler autour de ça. C'est intéressant d'ailleurs que t'aies pris ce format de l'abécédaire pour les Inrocks. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Ouais, bah en fait, ils m'ont un peu donné carte blanche. Moi, à la base, je voulais peut-être faire des recos de lecture ou de trucs comme ça, et c'était genre, ouais, non, fais ton truc que tu fais d'habitude où tu racontes ta vie. Et je me suis dit que l'abécédaire, c'était pas mal, parce que ça donnait une contrainte. Et du coup,
En fait, quand t'as une contrainte, il y a une idée qui va forcément jaillir, à laquelle t'aurais pas forcément pensé tout de suite. Et je trouvais ça marrant parce que j'aime bien l'abécédaire de Deleuze et voilà. Et je trouvais ça marrant de faire un abécédaire hyper bête alors que Deleuze, il est intelligent, quoi. Ouais, mais justement, j'ai l'impression que ça part un peu plus sur des idées, sur des concepts, on va dire, peut-être un peu plus sur des réflexions philosophiques. Ouais, en fait, il y a un peu de tout. En fait, ça dépend aussi, parce que j'en ai fait où c'était vraiment des histoires débiles. Voilà, mais c'est vrai que les 2 derniers que j'ai fait qui étaient fiction et grandir, il y avait un côté un peu métaphysique, philo et tout. Là, celle que j'ai faite hier, c'est vraiment une histoire à la con, quoi. Ou presque le texte prend plus le pas sur les dessins aussi. Ça a toujours été hyper important le texte en BD et je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'écriture que dans le dessin où j'ai beaucoup de lacunes, enfin en écriture aussi, mais à chaque fois que j'écris sur Instagram et tout ça, c'est vraiment un espace où je me fais pas mal plaisir en écriture, alors que dans les BD de fiction, le dessin il tient une plus grande place et c'est moins verbeux, quoi. Et en même temps, il y a une petite différence peut-être par rapport aux histoires que tu pouvais écrire dans tes bandes dessinées, c'est-à-dire que là tu pars a priori plus de toi, de l'intime, de sujets plus personnels. Est-ce que c'était un risque pour toi un peu à prendre ou ça te semblait complètement naturel ? C'est quelque chose que je faisais depuis longtemps parce que ce truc de faire de la bande dessinée autobiographique, raconter des petites conneries, je le faisais dans des carnets en fait depuis que je me suis mise un peu sérieusement au dessin, c'est-à-dire vers genre 12-13 ans. Et juste, je les montrais pas aux autres gens, quoi. Et au tout début, où je postais des trucs sur Instagram qui étaient autobio, je me mouillais pas trop à parler de trucs méga intimes et tout. Et même maintenant, en vrai, je fais quand même un gros tri dans ce que je raconte. J'ai pas l'impression de tant m'exposer que ça. Mais c'est vrai que les toutes premières histoires, c'était vraiment... j'ai trouvé du shit par terre, c'était quoi l'autre truc, j'ai croqué dans un bout d'assiette cassée en voulant manger un œuf qui était tombé. Enfin, c'était des trucs... voilà, c'était pas la psychanalyse non plus, quoi. Et toi, le terme d'autobiographie, ça te convient ? Ah bah c'est complètement de l'autobio parce que tout ce que je raconte c'est vrai et ça m'est arrivé. Après il y a des petits twists pour rendre ça plus marrant en BD mais ouais c'est complètement de l'autobiographie. Ouais. Si on met un peu en parallèle à la fois Instagram et Ernestine ou Ancoli, il y a quand même un air de famille entre tous ces personnages-là. Bah ils sortent tous de ma tête quoi, donc forcément et c'est vrai que bon là je commence à avoir un peu marre de faire des personnages qui me ressemblent mais au début c'était assez rassurant parce qu'en fait quand tu pars de personnages qui sont un peu comme toi, tu peux pas vraiment te tromper dans ce que tu racontes, tu vas pas tomber totalement à côté de ton sujet et être complètement à côté de la plaque. Tu pourrais avoir un personnage masculin ? Bah ouais, dans l'absolu oui, mais j'avoue que pour l'instant j'ai pas du tout envie quoi. Et j'ai jamais eu spécialement envie. Et là je réfléchis un peu à un autre bouquin de fiction qui sortira probablement dans très longtemps. Ça va être un personnage hyper différent de moi, mais ça sera quand même une femme. Enfin, c'est bon, le monde est déjà suffisamment peuplé de personnages masculins, on peut équilibrer un petit peu, quoi. Ouais, je comprends. Et si on revient sur les sujets un peu plus intimes que tu traites sur Instagram, notamment celui sur ton arrêt de l'alcool, par exemple, en quoi c'était important pour toi d'en faire un strip, quoi ? Bah, en gros, du coup, quand j'avais fait ça faisait 3 mois que j'avais arrêté de boire, et c'était quand même une grosse partie de ma vie, de me mettre des cuites et tout, ça a été une grosse partie de ma vie étudiante. Et je savais que c'était trop un bon sujet, que ça allait parler à plein de monde. J'avais aussi besoin pour moi, je pense, de le classer un peu pour un peu passer à autre chose. Et pour le coup, c'était un des strips les plus... Enfin, c'était pas dur à faire parce que j'avais vraiment l'histoire en tête, je savais qu'il y avait 1 milliard de trucs de quoi parler, mais c'était un de ceux où je m'exposais le plus. Il y a un peu ce truc paradoxal où plus c'est douloureux de sortir un truc, plus t'as l'impression de mettre tes tripes sur la table et que tout le monde va se foutre de ta gueule, plus en général c'est bien parce que tu mets vraiment une partie de toi et que c'est honnête. Et je crois que... Bah en vrai j'avais quand même fait pas mal de mal autour de moi en buvant de ouf et du coup c'était aussi un peu une façon de dire aux gens de mon entourage bah voilà moi je pensais ça, c'était comme ça, voilà. Donc mais aussi je savais que ça allait avoir un écho forcément quoi. Et que c'est un sujet aussi qui m'intéresse dans la vie de tous les jours, les trucs d'addiction, de sobriété, de drogue, voilà. Et t'as eu un petit doute quand même avant de le rendre public ? T'as eu une petite frayeur ? En vrai, ça m'arrive pas souvent, mais je savais un peu que c'était bien. J'étais plutôt sûre de mon coup. J'avais peur parce que je m'exposais, parce que c'était intime et tout, mais je savais que j'avais pondu un bon truc. Et ouais, j'avais un peu cliqué en mode publier. Allez, voilà. Et c'est l'un de ceux qui a le mieux marché, j'imagine, depuis ? Alors je sais pas trop, mais ouais ça avait bien marché. Après des fois il y a des trucs qui marchent où c'est vraiment des histoires complètement cons, c'est pas toujours... Et des fois moi j'ai l'impression d'avoir pondu un chef-d'œuvre et les gens s'en foutent totalement.
Alors que des trucs dont je suis moins fan marchent super bien. Voilà. Et c'est quoi, par exemple, celui qui a le mieux marché, qui t'a le plus étonné? J'en avais fait un pour me foutre de la gueule des hommes encore. Et du coup, je disais tous les trucs un peu à la con sur mes potes qui connaissaient pas leur propre taille de chaussures à 25 ans et tout ça. Et alors lui, ça avait super bien marché. Ça avait vraiment mis le feu à Internet. Et je m'y attendais pas trop. Oui, parce qu'on a un peu envie de l'envoyer en plus, celui-ci. Bah, c'est ça. Je pense qu'il a tourné comme ça entre copines. Et je pense que celui qui a dû le mieux marcher ever, c'était... j'avais fait une BD sur l'affaire Mazan pour Le Monde Diplo. Et on l'avait mis sur Instagram après et ça avait pas mal marché aussi. Oui, justement, je voulais te parler de ça, les monstres n'existent pas. Comment est-ce que tu as pris cette demande? Est-ce que ça t'a étonné qu'on vienne te chercher pour traiter ce sujet-là? Alors... Oui, non, ça m'a pas trop étonnée dans le sens où je suis une femme, je fais quand même plutôt des BD féministes, donc mais le truc c'est que je suis quand même, enfin plutôt je fais des blagues en général, et du coup là je me suis dit ok, mais là les gars, du coup je vais pas trop pouvoir blaguer quoi, enfin la marge de manœuvre est quand même compliquée. C'est l'une des seules fois où il n'y a pas du tout de blague d'ailleurs. Ouais, complètement. Et en plus, Le Monde Diplo, c'est quand même du coup un journal que je respecte pas mal et tout, donc j'étais genre, ok, showtime, c'est pas le moment de se foirer quoi. La construction de cette BD, elle s'est faite. En fait, j'ai eu ma mère au téléphone. Je lui ai dit que j'avais cette commande et on a commencé à parler de du coup les viols, le patriarcat, le nanana. Et le soir, j'ai fait une insomnie et pendant 5 heures, j'ai réfléchi à genre 40 cases qui sont celles qu'on peut voir maintenant dans la BD et ça s'est plutôt bien goupillé quoi. J'ai plutôt une bonne inspiration ce jour-là. Ça me faisait penser, bon, c'est un tout autre registre, mais avec aussi la BD de Pénélope Bagieux sur la pêche en mer profonde qu'elle avait fait sur son blog aussi à l'époque. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que la BD de Pénélope Bagieux, c'était pas du tout une commande, c'est qu'elle a vu une conférence d'une meuf spécialiste de la surpêche et tout, qu'elle a trouvé ça dégueulasse. Et qu'elle a fait cette BD d'elle-même comme ça, qui est très longue en plus, et qui est super. Que ça a fait une levée de signatures pour une pétition incroyable. Oui, il y a une association après pour empêcher donc, le chalutage en mer profonde. Donc je crois que c'est genre elle qui a eu un sentiment de révolte abusé, mais personne lui a rien commandé quoi. Et donc Pénélope Bagieux d'ailleurs, c'était un peu un des éléments déclencheurs pour toi pour créer ton blog? Ah ouais, complètement. Enfin, pas pour créer mon blog parce que... Pour créer... mais pour commencer à faire de la BD. Ouais, parce qu'en gros, je lisais beaucoup de BD quand j'étais petite. Après, du coup, à 10-11 ans, je suis devenue fan des blogs BD. Et là, mais j'étais obsédée par Pénélope Bagieux. Et je me disais, c'est ça que je veux faire plus tard, en fait. Et du coup, elle, à l'époque, donc, elle faisait son blog. Puis après, elle a eu une carrière de fou. Et même toujours aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un où, quand j'écoute des interviews et des podcasts d'elle, ça me motive tellement. Enfin, vraiment, elle a un rapport à ce métier qui est super, je trouve. Et je sais que je suis pas du tout la seule dans ce cas. Et qu'il y a plein d'enfants qui veulent faire ce métier grâce à elle, quoi. Même dans ses interviews, elle dit à quel point des autrices de bande dessinée avant elle l'ont influencée, à quel point c'est important, notamment par les réseaux sociaux, de s'influencer en tant que femme aussi, autrice dans ce milieu. Ouais, complètement. Et là, maintenant, c'est un métier de plus en plus féminin. Enfin, j'ai l'impression qu'on est presque à 50-50. Mais c'est vrai qu'il y a 50 ans, il y avait en gros 2 autrices de BD dont on parlait en France. Et du coup, c'est pas évident d'être pionnière, j'imagine, et de tracer ça. Donc là, c'est de plus en plus facile de se projeter là-dedans. Et c'est vraiment grâce aux autrices qui précèdent, quoi. Oui, parce que d'ailleurs, Pénélope Bagieux, on lui posait souvent la question d'un style girly, où on lui demandait qu'est-ce que ça représentait d'être une autrice dans le monde de la BD. Toi, j'imagine, c'est des questions qu'on te pose plus. Alors, on me les a posées au début. Maintenant, ça commence à devenir un peu la question interdite, quand même. Parce que tout le monde est un peu là, genre, est-ce qu'on peut parler d'autre chose que mon vagin pendant 6 secondes d'affilée, s'il vous plaît? Mais on me les a un peu posées au début. Je crois que si on me l'a posé aujourd'hui, là, peut-être j'enverrai chier la personne. Et comment est-ce que tu le prends, ce succès qui est venu progressivement, certes, mais qui est venu aussi, j'imagine, un peu rapidement, quoi, avec ses premiers posts? Ouais, au tout début, ça m'a fait super flipper parce que du coup, normalement, il y avait que mes copains quoi, qui voyaient mes trucs sur Instagram, puis tout d'un coup, ça s'est élargi à une sphère un peu plus grande, mais qui en fait, c'était rien du tout. Et d'un coup, j'étais là genre, c'est trop bizarre. Maintenant, ça va. Maintenant, je suis juste trop contente de pouvoir vivre de ce métier-là parce que franchement, j'avais pas de plan B et j'ai passé toute ma vie à avoir peur d'être clocharde quand je serai adulte, quoi. Donc, je suis trop contente de ça et... sinon ça reste un boulot quoi et en fait comment dire en vrai la BD tout le monde s'en fout donc j'ai l'impression d'avoir le côté cool du succès, c'est-à-dire les gens aiment bien mes livres et je suis invitée à faire des trucs intéressants,
mais sans le côté pesant d'être une personnalité publique, parce que quand tu fais de la BD, t'es quand même un guignol, quoi. J'ai bizarrement l'impression d'avoir toujours un peu le même rapport à mon travail maintenant et quand j'étais étudiante et que je faisais des fanzines que personne lisait. En fait, si moi je suis contente d'un truc, ça me suffit. Et si je suis pas contente d'un truc, le fait que 40 000 personnes l'aiment, ça va pas me combler, quoi. Oui, j'allais te demander justement où est-ce que tu places le lecteur, parce qu'en fait, finalement, donc t'as eu une relation avec ton lecteur quasi immédiate via les réseaux sociaux. Et est-ce que ça a pu t'influencer en fonction de ce qu'il te disait, des retours que t'avais? Ou est-ce que tu dessines avant tout pour toi? Maintenant que je sais que je suis lue, forcément, je me dis pas je dessine que pour moi. J'essaie pas de me faire croire que personne ne va jamais le lire. Enfin, j'essaie de pas trop me censurer et de faire ce qui, moi, me plaît. Après, c'est arrivé que des lecteurs me fassent des retours qui étaient pertinents et du coup, j'ai changé des trucs, notamment sur du vocabulaire ou des trucs comme ça, où c'était pas ok ce que je disais. Et en général, les gens sont assez pédagogues et bienveillants. Et là, du coup, je faisais genre, ah oui, pardon, je me suis gourée, je ferai mieux la prochaine fois. Comme quoi, par exemple? Comme j'avais fait une BD où je racontais que j'étais partie en Équateur et à un moment j'avais dit, et du coup c'était un peu genre pensée décoloniale et tout, et j'avais dit indigène et les gens m'étaient tombés dessus en mode on dit pas ça en fait, mais c'est parce qu'on est en espagnol, on dit indigène. Bon bref, on s'en fout. Mais d'autres fois, pour le coup, des gens m'ont reproché des trucs et j'étais là je m'en fous, c'est l'exemple que je sors tout le temps, mais une fois j'avais dit ta mère la grosse bretonne et on m'a dit c'est grossophobe et misogyne et j'étais là genre ouais mais moi ça me fait rire, tant pis, choisissez vos combats. Et brotophobe aussi, oui, les pauvres bretons. Justement dans cette BD sur l'Équateur, tu parles du sentiment gluant d'être une énorme imposture. Est-ce que t'as toujours cette impression-là? Alors oui, et je pense que je l'aurai toute ma vie. En vrai, de vrai, parce que j'en ai parlé avec d'autres auteurs et personne se prend pour... Enfin, très peu de gens se trouvent géniaux en réalité. Et c'est un peut-être moteur tant mieux. en fait aussi. Ouais, et puis quand je suis grave dans un doute sur mon travail et tout, j'aime bien aussi me dire non mais en fait aussi je fais de la BD, c'est pas grave, enfin genre je fais pas je suis pas neurochirurgienne quoi, y a pas de vie en jeu. Je pense que le sentiment d'imposture, il vient forcément un peu avec le succès. Il y a pas vraiment de recette magique en fait pour faire ce travail, genre tout le monde fait un peu son truc à sa sauce, a l'impression de mal faire, de bricoler, de nanana. Comme il n'y a pas de règles, t'as toujours un peu l'impression d'être en dehors des clous. Voilà, mais bon, faut pas non plus que ça empêche de bosser, quoi. Il y a des éléments sur lesquels tu voudrais progresser encore? La perspective, ça serait incroyable. Non, mais en vrai, j'aimerais bien progresser en dessin, mais en même temps, je suis tellement une feignasse que... Enfin, en fait, j'arrive pas à passer plus de 2 heures sur le même dessin, donc évidemment, je progresse pas trop. Enfin, c'est quand même de moins en moins pire, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais 1000 planches, tu progresses, mais... En fait, oui, voilà, j'aimerais bien être plus forte en dessin, mais je fais rien pour l'être, donc y a un petit paradoxe. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'aussi, ce que tu perçois comme des limites, pour toi, ça devient des contraintes et des moyens de créer aussi. Oui, à fond. En fait, oui, c'est vrai qu'à chaque fois que t'as un espèce d'obstacle à franchir, et tu t'émerdes pour bricoler autour et tout ça, donc parfois, ces lacunes en dessin, elles ont amené des trucs chouettes aussi. Comme lesquels, par exemple? Comme il y a une case dans Ernestine qui fait trop rire où sa mère elle la descend de sa chambre et elle la porte comme ça, et du coup vu que je dessine mal on dirait que Ernestine est une sorte de pancarte en carton comme ça toute statique et du coup en fait ça fait un gag visuel alors que ça part juste d'une erreur de dessin. Là où tu penses à ton plaisir avant peut-être le plaisir du lecteur, c'est que tu te dis que toi un livre tu vas passer 2 ou 3 ans à l'écrire. Donc en fait, t'as envie de dessiner des choses que t'aimes dessiner, puisqu'a priori, tu les dessines une fois par case. C'est ça, ouais. Donc en fait, si je déteste dessiner les motos, je vais pas faire une BD sur les courses de moto, parce que je sais que ça va être un enfer total. Il y a des éléments comme ça que tu veux absolument pas avoir à dessiner? Alors, tout ce qui est moto, bagnole, je déteste. Quand je sais qu'il y a une voiture à un moment dans la BD, je suis en mode oh putain, non, et tout. Il y en a quelques-unes dans Ernestine en plus. Ouais, elles sont pas brillantes, hein, t'as vu. Voilà, moto, bagnole, j'aime pas. J'ai jamais compris comment ça marche une rue, visuellement. À chaque fois, c'est une galère. Je suis en mode mais ça ressemble à quoi? Un trottoir. C'est horrible, mais ça va. Et en vrai, les trucs que je préfère dessiner, c'est vraiment genre les forêts, les plantes, les animaux, les êtres vivants, quoi. Comment est-ce que toi, tu perçois cette différence de temporalité entre le temps donc, que tu passes pour créer une bande dessinée et le temps qu'un lecteur le met à le lire, qui peut aller entre 30 minutes et 1 heure? C'est assez différent. T'es gentil, hein, 30 minutes, 1 heure. Moi, je dirais 20 minutes, 40 minutes max. Tu lis très vite?
Bah c'est vrai que bah ouais, moi je parcours beaucoup les BD, je m'attarde pas du tout sur les cases. Je sais qu'il y a des lecteurs qui le font et qui justement aiment bien se perdre dans les dessins et tout. Bah on peut se dire que c'est un peu ingrat de passer 2 ans de sa vie pour divertir quelqu'un mollement pendant 25 minutes. Mais en vrai c'est le jeu aussi quoi. Mais en fait du coup l'écart se fait surtout dans le sens où quand tu passes une journée à faire ta planche, que pour toi, il y a 1000 significations, que tu pars dans un truc grave deep parce que t'as passé 8 heures dans ta tête à faire le truc et tout, et tu la montres à quelqu'un après, et il la lit en 2 secondes, il fait « Ah ouais, c'est marrant, next !» T'es là genre « Ah !» Mais une fois que le livre il est sorti, que t'as plus la tête dans ton projet, en fait ça va, parce que toi aussi enfin, ce truc obsessionnel et tout, il est pendant la phase de création, donc le temps que le livre il sorte, c'est moins ton bébé. Voilà. Oui, parce qu'en plus, toi, il y a des cases quand même où on sent que tous les moindres éléments dans la chambre d'Ancoli ou d'Ernestine sont travaillés. Tu reproduis des pochettes d'albums. Enfin, il y a un sens du détail aussi quand même. Ouais, des posters au mur, les livres. Ouais, après c'est pas des trucs qui prennent beaucoup de temps à faire pour être honnête. Et c'est j'aime bien les détails parce que je sais pas, il y a plein de BD que j'adore où il y a toujours des petits détails cachés, genre Sardine de l'espace, c'est que ça, c'est que des petites blagues un peu partout et tout. Mais c'est aussi un peu un truc cache-misère de vu que j'ai des lacunes en dessin, pour qu'on voit pas que ma perspective elle est foirée, bah, je vais mettre 40 trucs de merde par terre et tout. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui rangent leur bande dessinée dans les toilettes ? Est-ce que c'est interdit ou pas ? Alors moi je trouve ça pas du tout interdit, tout le monde range ses BD là où il veut, c'est vraiment pas mon problème, mais en fait je connais plein de gens qui font ça, notamment j'ai 2 potes qui sont frères, dont leur mère range ses BD dans les toilettes, eux aussi rangent les BD dans les toilettes, enfin plus le petit frère maintenant, bon bref on s'en fout. Mais surtout je suis là, mais pourquoi vous voulez lire aux chiottes, c'est vraiment pas confortable, t'es sur la cuvette, pourquoi t'as envie de passer 40 minutes dans les toilettes, puis laisse la place au suivant, tu vois, peut-être que lui aussi il a envie de faire pipi. Ouais, puis c'est des objets nobles qu'on préfère voir exposés dans des salons. Ouais, après, je trouve que c'est bien aussi de désacraliser les livres. Genre, moi, ça me fait plus plaisir de voir une BD toute abîmée qui a été lue 50 000 fois que le truc de je l'ai gardée sous plastique, c'est un premier tirage et tout. Mais c'est juste que je comprends pas ce délire de lire aux chiottes, quoi. Et qu'est-ce qui fait selon toi une bonne BD ? Eh bah, pas le dessin, certainement. Parce qu'il y a énormément de BD qui ont des dessins virtuoses et magnifiques et qui sont complètement chiantes. Donc pour moi ça va être un peu un truc de rythme, y a pas besoin que l'histoire soit un sujet super intéressant non plus, donc en fait ça va être plutôt la façon de raconter et la sensibilité de l'auteur qui va faire une bonne BD. Bon moi je suis pas contre quand il y a des petites blagues, hein, c'est toujours un plus, mais ça va être un truc de comment on gère les cadrages, comment on gère le rythme, comment on gère le texte, je dirais que c'est ça. À quel moment tu sens que tu tiens une bonne histoire ou un bon personnage quand tu es en train d'en créer un, justement ? Bonne question. Franchement, j'ai l'impression que les idées où par la suite je me suis rendu compte qu'elles étaient bien, c'est vraiment les idées qui m'ont empêché de dormir. C'est les idées où, à 5h du matin, je préférais y penser et être complètement focus dessus plutôt que de dormir, et c'est les idées aussi qui restent dans le temps. Donc t'y penses jusqu'à 5h du matin, mais en fait le lendemain midi t'y penses encore. Et puis 3 mois après. Et donc faut que ça soit une lubie qui te passionne d'un coup, mais qui te passionne plus tard aussi. Oui, comme ton personnage d'Ernestine, que tu as eu déjà depuis plusieurs années en fait, qu'on retrouve d'ailleurs sur ton compte Instagram sous les traits de Lucie Bredouille. Alors Lucie Bredouille, j'avais pas encore fait Ernestine, donc okay. Ça c'était donc Lucie Bredouille, ouais, c'était 2 planches de BD que j'avais fait pour un concours quand j'avais 21 ans. Et là je m'étais dit trop marrant d'avoir un personnage de petite fille peste, j'aimerais bien le pousser plus loin, et ensuite j'avais dessiné Ernestine. Mais oui, que du coup j'avais fait genre 40 planches quand j'avais 21 ans, j'ai laissé le projet en pause pendant hyper longtemps, puis je l'ai repris des années plus tard et ça me plaisait toujours, et du coup voilà, je savais que je tenais un truc pas mal, quoi. C'est un peu une forme d'obsession aussi que tu commences à développer sur un personnage, une histoire, pour avoir envie d'y retourner autant. Ah ouais, bah de toute façon déjà la BD c'est vraiment un métier d'obsessionnel complet, hein, c'est un délire. Oui, parce qu'un personnage tu le dessines combien de fois dans un livre ? Bah je sais pas, mais mettons ton livre il fait 100 pages, mettons il va y avoir 6 cases par page en moyenne, je sais pas, ça fait déjà 600 fois à le dessiner, quoi. Oui, je voulais revenir sur l'une de tes dernières BD pour les Inrocks, sur la fiction. Ouais. Je trouvais ça fort ce que tu disais, tu t'écris « Les récits ne nous consolent pas parce qu'ils sont distrayants, ils nous consolent parce qu'ils nous donnent l'illusion que les choses ont un sens. » Ouais. De quoi tu voudrais qu'elles nous consolent, tes BD ?
Bah, je sais pas, mais en vrai, j'ai pas mal de gens déprimés dans mes lecteurs. Et des fois, je reçois des messages genre eh ben, je suis en dépression et je suis tombée sur ton compte Instagram et c'est la première fois que j'ai rigolé depuis des semaines et tout. Je sais pas, moi j'ai un peu des BD doudou que je lis quand vraiment ça va pas et ça me fait une sorte de petit cocon où ça me rassure et tout. Donc, ouais, je me dis j'aimerais bien que ce soit un peu un refuge pour quand t'as vraiment passé une journée de merde et que la vie c'est pas facile et. Mais bon, ça va pas sauver le monde, hein. Voilà, j'ai pas des grandes ambitions. Et ça a aussi ajouté un sens à des choses que tu trouves dépourvues de sens. Ouais, bah moi globalement j'ai l'impression que l'existence elle a pas trop de sens. Bon, il y a que celui qu'on lui donne, donc ça me permet un peu de structurer des trucs et bah déjà moi ça donne un peu un sens à ma vie parce que ça me fait une raison de, enfin je bosse, tout ça. Mais c'est vrai que la BD ça m'a permis quand même de classifier des trucs dans ma tête qui sinon n'étaient pas clairs. Et du coup maintenant quand je vois ma psy j'ai rien à lui dire. Et dans cette même strip sur la fiction, ce que tu disais aussi, comme beaucoup de gens pas très à l'aise avec la vie, j'ai toujours entretenu un lien assez particulier avec la fiction. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce lien que tu as eu dès l'enfance, si j'ai bien compris, avec la fiction. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te souviens de tes premières lectures, premiers éléments déclencheurs? En gros, donc mes parents ils bouquinent à mort, donc il y avait vraiment maison remplie de livres, tout ça. J'étais fille unique, donc je passais vraiment beaucoup de temps à lire. Et j'étais déjà une bonne feignasse, donc ma mère elle essayait de me traîner pour marcher 4 heures dans la forêt, mais je voulais pas, je voulais que passer le week-end sous la couette à bouquiner. Et notamment, je trouve que l'enfance et l'adolescence, c'est quand même des moments assez durs de la vie où t'es entouré de gens que tu peux pas blairer parce que tu choisis pas du tout avec qui tu traînes, t'es à l'école. Vraiment, il y avait ce côté échappatoire où, bon, je trouvais que la vraie vie c'était de la merde, mais au moins il y avait les bouquins et où vraiment je pouvais être totalement dans une bulle et penser à autre chose. Est-ce que t'aurais voulu faire quoi? Ah bah moi j'aurais voulu, je pense, avoir un appart, qu'on me laisse tranquille, pas être forcé de manger mes légumes, surtout pas me lever le matin pour aller à l'école parce que là c'était la souffrance absolue. Déjà avoir ton propre appart et fumer tes clopes. Ouais, franchement j'étais pas mal dans ce mood. Et tu lisais quoi alors justement dans ces moments-là? Et bah je lisais beaucoup Les Orphelins Baudelaire, je lisais beaucoup Harry Potter, et en vrai j'avais une tripotée de bouquins, j'avais vraiment une énorme bibli pleine de livres pour enfants, et puis il y avait une petite bibliothèque dans mon village où j'ai poncé à peu près tout ce qu'il y avait de dispo, c'était vraiment un rapport compulsif et boulimique à la lecture. Déjà ça a été un bain pour toi, pour te donner cette envie? Ouais, bah il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu le fait que j'aimais bien dessiner et qu'on me valorisait un peu pour ça. Genre, je crois en maternelle ça se passait pas hyper bien à l'école, mais un peu mon truc c'était que je dessinais bien, tu vois. Il y a eu le fait que mes parents m'ont encouragé là-dedans, ce qui est vraiment pas le cas de tout le monde et ce qui est une énorme chance. Parce que si j'avais pas eu des parents qui avaient payé mon appart pendant mes études, peut-être que je ferais pas de la BD. Et il y avait aussi une motif qui était que je voulais vraiment pas un travail où je bossais avec des gens, où je devais me lever le matin, où je devais rendre des comptes, et j'avais vraiment envie d'avoir un truc où j'étais peinard, quoi. Tu te souviens de la toute première histoire que t'as dessinée? Ouais, je me souviens je sais pas si c'est la toute première, mais je me souviens de BD que j'avais faites sur des feuilles A4 quand j'avais genre 7 ans. Et c'était des trucs de grosses rageuses. En gros, j'aimais pas la dame de la cantine qui s'appelait Chantal, la pauvre. Et du coup, c'était des trucs de il arrive un peu des crasses à Chantal, des trucs comme ça. Voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte plus tard que, en étant plus grande, qu'en fait, tous les gosses font de la BD et la plupart, c'est très marrant ce qu'ils font. C'est vraiment pas un truc de niche. C'est pas si spécial de faire de la BD quand on est enfant. Sauf que toi, les tiennes, on t'a dit assez vite qu'elles étaient bien, qu'elles étaient drôles, on t'a valorisé pour ça? Bah en vrai, c'était pas tant sur mes BD, c'était plus... en gros, quand je faisais une rédaction, la maîtresse, elle la lisait devant tout le monde parce que c'était super et tout, donc on me valorisait plutôt sur des trucs d'écriture et d'esprit d'analyse et machin. Et... Comme par ailleurs, j'avais pas beaucoup de talent, j'étais pas spécialement forte en sport, ni rien du tout. Le fait d'être valorisée sur l'intellect, je pense que ça a pas mal joué pour la suite. Et puis un jour, quelqu'un a trouvé que ton dessin ressemblait à Persépolis? Oui, alors ce qui franchement est vraiment pas le cas, parce que je dessinais pas comme Marjane Satrapi quand j'avais 10 ans. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a foutu cette BD dans les mains, c'était ma tante. Donc je crois que l'intégrale venait de sortir, ou je sais pas, et ma tante elle avait dit « Ah mais c'est marrant, ça ressemble un peu à machin », et c'est comme ça qu'on m'a fait lire Persépolis, quoi. Il y a une autre passion aussi, je crois, qui te tient de l'enfance, c'est la passion barrette. Ouais, alors, ça me tient pas trop de l'enfance, parce qu'en vrai, je mettais pas trop de barrettes quand j'étais petite, mais j'avais raconté ce truc où on m'avait filé une barrette en maternelle, parce que je m'étais ouvert le fond. Bon, bref.
Mais les barrettes, bizarrement, j'en porte plus depuis que je suis adulte, quoi. Bon, et là, je suis obligée d'en porter parce que ma frange arrive là. Donc là, c'est hygiénique, hein, presque. Mais là, je me suis débarrassée de la moitié de mes barrettes, en vérité. Enfin, il y a une boîte à livres dans le parc à côté, et j'ai mis toutes les barrettes et les enfants, ils sont venus les chercher. Donc là, j'ai plus que des barrettes d'adultes. J'aime bien elle, hein. Elle est un peu maudite, là, comme ça, elle fait un peu peur. La monkey, elle est pas mal. Celle-là, elle est bien aussi, là, le dauphin rose. Mais ouais, celles trop extravagantes, je les ai achetées. Enfin, données. Genre, bon, le max de l'excentricité que je peux faire, c'est écailles de tortue, tu vois. Ah oui, d'accord. Puis il y a une autre collection peut-être plus simple pour toi, c'est la collection de tes livres qu'on a vu dans le salon. Ouais. Si tu peux nous les montrer un peu. Bah ouais, avec plaisir. Ma fierté et ma joie. Donc ça, c'est ta bibliothèque de BD. C'est ça, exactement. Enfin, bibliothèque, donc il n'y a pas de meubles. C'est Sans vraiment meubles, juste une grande pile de livres. Voilà tout ce que j'ai accumulé depuis le collège, quoi. Celle que je sauverais d'un incendie, pour le coup, ça serait Blast de Manu Larsenet, c'est vraiment ma BD préférée. Ça, c'est super aussi, Carnation de Xavier Musat. Ah, ça, c'est excellent. Wendy de Walter Scott. J'ai l'impression que ça me parle pas mal, quoi. Et ça parle des études d'art et des artistes torturés. Et une récemment que t'as adorée? Vieille de Delphine Panique, incroyable, trop bien. On suit ce qui se passe dans la tête d'une vieille dame où en fait elle est hyper punk et elle pense des grosses dingueries et pendant que tout le monde pense qu'elle est inoffensive. Ça c'est trop bien. Le Bureau des cœurs aussi, super bien. De Sophie Guérive. Ça je l'ai lu il y a quelques jours aussi, la nouvelle BD de Michael Desforges, trop bien, sur un enlèvement d'extraterrestres. Quand tu les feuillettes, toi, en général, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui va tout de suite te donner envie de l'acheter ou qui peut te sauter aux yeux un peu? Bah franchement, je suis un peu déçue quand la couverture elle est en couleur et elle est trop belle et en fait t'ouvres et c'est du noir et blanc. Il y a quand même des BD super en noir et blanc, mais voilà. J'aime bien les dessins assez simples quand même. En général, je vais jamais me tourner vers des BD hyper réalistes et tout. Et puis après, en fait, il y a aussi des auteurs où j'y vais les yeux fermés, genre là, il y a la pile Florence Dupré-Latour. Quand elle sort un bouquin, je me pose pas de questions, j'y vais, je l'achète, quoi. Ça, c'est super aussi dans les sorties récentes. C'est une pote à moi, c'est Maybelline Swordsov, Tachycardie. Excellent. Je t'avais proposé de finir sur ton lieu idéal. L'idée, c'est que tu nous le décrives et qu'on ait vraiment l'impression d'y être. Ok. Et bah, du coup, moi, j'ai choisi une pièce de la maison dans laquelle j'habitais de mes 5 à mes 14 ans avec ma mère, donc à Bourneville. Et cette pièce, c'est le grenier, parce que je passais mon temps à fouiner dedans quand j'étais petite, alors que c'était plein d'objets qui pourtant n'étaient pas si loin, parce que l'enfance n'était pas si loin. J'ai toujours été un peu obsédée par les greniers, vraiment, j'allais dès que je pouvais chez mes grands-parents, j'allais dedans. Après, je faisais des rêves de grenier tout le temps, pendant hyper longtemps. C'était sous les combles, c'était une petite pièce de genre 7 mètres carrés, je dirais, avec plein de sacs poubelles remplis de vieux jouets, de vieilles peluches, de fringues à ma mère. Il y avait de la laine de verre sur le plafond. Il y avait une ampoule nue qui faisait une petite lumière, ça grésillait un peu. Et il y avait un pan de mur en briques qui donnait sur le conduit de la cheminée. Et du coup, moi, j'allais fumer mes clopes là-bas. Quand j'étais petite, il y avait évidemment des toiles d'araignée partout. Et ouais, franchement, j'aimerais trop revenir dans cet endroit, mais cette maison est devenue une épicerie maintenant, donc impossible. Merci Salomé Laoche. Bah, avec grand plaisir.